Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le nouveau livre, le nouveau opus Magnus de Charles Gave, qui ne s'arrête plus puisque ça fait la 3e année de suite au moins que vous sortez maintenant, un on m'a bouquin. demandé de faire un livre par été, alors je travaille toute l'année, j'accumule des idées, puis comme il n'y a rien à foutre en été, donc j'écris un livre. Voilà. Donc ça s'appelle Les mondes de demain. Alors pour commencer, pourquoi, enfin déjà de quoi parle ce livre et pourquoi avoir écrit ce livre? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que quand vous vivez en France, vous avez l'impression quelque part que la fin du monde est toute proche, que tout va s'écrouler, que c'est la fin du monde, que notre civilisation, tout ça, si vous voulez. C'est un air de Constantinople avec les Turcs qui assaillent la porte, là, qui est considérable. Et puis quand vous baladez dans le monde et vous regardez ce qui se passe, il y a des tas d'endroits dans le monde qui pètent le feu, qui marchent très bien, qui sont là, où il se passe plein de choses. Donc, quand vous êtes face à un monde politique en France, où dès que vous demandez quelque chose, on vous dit c'est pas possible, on n'a pas l'argent, on n'y arrive pas, on va pas y arriver. Le raisonnement des Français, c'est de dire je vais pas y arriver, et donc c'est pas la peine que j'essaye, quoi. Ouais. Alors que quand vous allez en Inde, vous allez en Chine, vous allez en Corée, vous allez partout, tous les gens grouillent d'idées, ont plein d'idées à faire. Et du coup, on retrouve plein de Français qui sont là-bas, qui eux grouillent d'idées, mais n'ont pas du tout envie de les développer ici, quoi. Donc j'ai essayé de montrer dans ce livre que le monde était un petit peu, si vous voulez, maintenant on est comme vous et moi, on est comme deux. Vous étiez à Constantinople, moi j'étais à Venise, et en 1400, 1500, on discutait du futur, on n'était pas très optimiste, vous voyez ce que je veux dire, c'était moyen, quoi. Mais en même temps, les gars qui étaient à Amsterdam, Londres, New York à l'époque qui se créaient, ils pétaient la forme, ils grouillaient d'idées. Donc j'ai essayé de dire, oui, il est possible que notre partie du monde s'éteigne après avoir illuminé le monde pendant des siècles, parce qu'on n'a plus que des cornues qui nous gouvernent, mais ça ne veut pas dire que le monde s'éteint. Donc, oui. C'est-à-dire j'essaie de dire aux gens, vous savez, il y a des tas d'endroits où ça va très bien. Et entre autres, sur ces endroits-là, vous pouvez peut-être aller y vivre si vous pouvez, parce que c'est quand même mieux de vivre dans un... Vous savez, il y a un vieux proverbe boursier qui dit que quand la marée monte, tous les bateaux montent. Je veux dire, quand le marché monte, tous les marchés... c'est plus facile, moi j'ai vu ça quand j'étais à Londres avec Mme Thatcher, c'est plus facile de réussir financièrement, si je veux dire, quand la marée monte que quand la marée baisse, quoi. Oui. Quand la marée baisse, c'est vachement difficile de continuer à nager. Hein, à contre-courant, oui. Donc je vais essayer de dire, oui, il y a des tas dans le monde où ça marche très bien. D'accord, nous, on a perdu notre position de monopole et tout intellectuel, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, quoi. Ouais. Effectivement, il y a cette idée que il y a toute une partie du monde, notamment en Asie, je pense à certains pays du Golfe aussi, et même à certains coins des États-Unis, où on se dit, comment on doit faire pour construire un max de trucs, pour être bien dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et vous pouvez vous projeter ça, vous pouvez vous projeter à 20 ans, ouais, en vous disant pas, de toute façon, ça ira plus mal dans 20 ans, à quoi ça sert de se projeter. Ouais. Donc vous pouvez bâtir, vous pouvez entreprendre, vous pouvez réussir, vous pouvez vous casser la gueule et recommencer, ce qui rend la vie vivable, parce que si à peine vous avez une idée, on vous dit non, ça va pas marcher, et tout le monde se jette des cendres sur la tête. Ouais. C'est effrayant, quoi. Là où en Europe, on a l'impression qu'il faut geler le mouvement, c'est-à-dire qu'il faut que dans 20 ans, l'Europe soit exactement telle qu'elle est aujourd'hui, voilà, qu'on s'arrête de se développer, qu'on soit dans une... oui, regardez par exemple, il donne quelque chose, l'une des grandes idées de l'Europe, c'est qu'on baisse la consommation d'énergie. Hein, parce que, je sais pas pourquoi, parce qu'il va faire trop chaud, j'en sais rien. On baisse la consommation d'énergie, mais vous avez une relation que je pourrais montrer un jour, quasiment parfaite, entre la consommation d'énergie et le revenu disponible par tête, quoi, vous voyez. Les pays riches consomment plus d'énergie que les autres, et puis en plus, plus vous enrichissez, plus vous en consommez. C'est du 1 à 1, quoi. Donc vous êtes là, vous regardez ça, vous dites, donc l'Europe est en train de me dire, comme ils veulent faire baisser la consommation d'énergie de 30% d'ici 1935 ou 40, 2035 ou 2040, ils sont en train de me dire, en fait, niveau de vie, baisser de 35 ou 40%. Mais ils me le disent. Parce que vous consommez trop, il faut laisser... les autres consommer. Je leur dis d'abord, il n'y a pas une quantité fixe d'énergie. Et puis en plus, si les autres produisent rien, je vois pas pourquoi ils devraient consommer plus, quoi. Mais nous, si on produit rien, si on nous amène sans arrêt à produire de moins en moins, il est évident que notre niveau de vie va baisser. Donc, j'ai l'impression que nos élites cherchent à promouvoir, littéralement, la fin de l'Europe comme puissance motrice. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment une volonté qui est dominée, alors pas chez les Européens en tant que peuple,
ou Chez leurs ou élites. chez les Français, mais effectivement dans la technostructure, c'est-à-dire d'une part au niveau national et aussi au niveau européen, c'est-à-dire les institutions européennes, la Commission, Ursula von der Leyen, tout ça, on a l'impression qu'on est vraiment dans la continuité du même truc. Il faut que notre civilisation meure. Enfin, meurt, je veux dire, disparaisse, s'atténue. Ouais. Et notre civilisation, elle marchait très bien parce qu'il y avait des tas de gens indépendants en Europe. Ce que j'ai dit ce matin, c'est que dans le fond, on était dans une civilisation commune, mais avec des pouvoirs politiques différents, organisés de façon différente. Donc ça faisait une structure très antifragile. La civilisation commune assurait l'unité, et toutes les petits pouvoirs en dessous assuraient la diversité et donc la subsidiarité. Ben, ça marchait très bien. Maintenant, on sent un effort de concentrer tous les pouvoirs au centre et d'empêcher ces différences de se manifester comme elles se manifestaient autrefois. Ouais. Et donc c'est mortel. C'est terrible parce que je fais une distinction entre la possibilité de se développer qui est tout à fait existante en Europe et la volonté. La volonté, mais surtout ce qui se passe dans la technologie, il se passe des tas de trucs, si vous voulez, le monde dans 30 ans va être complètement différent de celui d'aujourd'hui. Oui. Donc il faut je dis toujours, quand j'étais à Toulouse, c'était le pied quand même, quand je faisais mes études, il y avait le Concorde qui volait en haut, le TGV qui commençait à rouler, les DS qui étaient des voitures incroyables qui étaient faites par les Français, les facultés de sciences qui s'ouvraient partout. Donc vous vous disiez, on est parti pour... Et la plupart des futurologues disaient que le futur appartenait à la France déjà. Et puis en l'espace de 50 ans ou 60 ans, je sais pas, ma vie, l'Europe s'est petit à petit éteinte. Doucement, elle s'est éteinte. Maintenant, si vous voulez, la grande excitation, c'est quand on vous met un bouchon sur une bouteille, vous savez, pour verser, là, le truc. On sent que c'est à ça que passent dans les gars. Mais la simple idée de mettre un bouchon sur une bouteille en 1960 ou 70, c'était pas du tout intéressant. Donc on est passé d'une espèce d'explosion de vie à un racornissement de vieillard fatigué, quoi. Ouais. Oui, on peut être vieillard sans être fatigué. Hein. Oui. Il y a un côté effectivement très, très schizophrène parce que, alors par exemple, typiquement, quand un petit virtuose de l'intelligence artificielle naît en Europe, et notamment en France quand même, Mistral, alors tout le monde s'en félicite. Tout le monde veut la poser. Voilà, c'est-à-dire que en gros, Mistral, on le sait, c'est un secret de Polichinelle, ils ont dû enfreindre les RGPD européens pour mettre en place leur truc. Et pourtant, on s'en félicite. Alors c'est ça, mais en plus, bon, Mistral, c'est très bien, mais vous prenez par exemple l'un des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle du monde actuellement qui vient de démissionner de chez Zuckerberg, là, vous voyez. Donc c'est un Français, il a toujours fait ça. Uh-huh. Il était à la pointe et tout, et là il se bagarre avec Zuckerberg parce que il veut pas dépenser de l'argent comme tout le monde, il veut le dépenser différemment. Mais enfin, c'était le numéro 1, il s'en va. Donc vous vous rendez compte que quand vous allez aux États-Unis, vous avez des ingénieurs français partout, des ingénieurs allemands, des ingénieurs italiens. Donc, ce qu'ont les États-Unis, ils sont plutôt moins bons que nous dans l'éducation, mais ils ont une capacité financière à prendre des risques et à faire venir des gars comme ça, qui changent tout. Donc, là, essayez de faire naître, de lever un petit peu de pognon pour quelqu'un qui fait du venture capital. Vous avez du risque, du capital risque, du vrai. Au départ, quand la société ne gagne pas un sou, vous ne pouvez pas en France. Donc, vous n'avez pas la structure des sociétés, le capital risque, puis ensuite les investisseurs, et puis ça se termine en bourse, et puis les fonds de pension. Il n'y a pas. Et quand j'avais votre âge, la place de Paris, c'était un endroit qui était incroyablement vivant, où il se passait plein de choses. On avait inventé le matif, la théorie moderne du portefeuille, on s'en servait. Et en l'espace de 30 ou 40 ans, les Chirac et les Mitterrand de ce monde ont décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait des hedge funds ni des gens qui gagnent trop d'argent à Paris. Donc ils sont tous partis de gagner à Londres. Donc on a éteint la place de Paris, qui était un endroit qui était plein de gens intelligents. Et maintenant, je peux vous assurer qu'il n'y a plus grand monde. Hein. Ouais. Et alors, pour reprendre la structure de votre livre, qui est donc est disponible en librairie désormais,
Il y a en gros 3 grandes parties. Une première partie, c'est un peu un retour sur... Le livre précédent, quand on disait pourquoi on est en train de se planter. Voilà, c'est-à-dire un retour sur les États-Unis, sur l'Europe, ce qui s'est passé en Asie aussi ces 20-30 dernières années, en gros. La guerre ukrainienne. Donc une sorte de constat sur la situation actuelle. Voilà, sur la situation actuelle. D'abord une domination américaine, le fait que comment dire que les obligations allemandes étaient une réserve de valeur, que ça ne l'est plus, etc. Ensuite, c'est un peu le monde de demain, c'est-à-dire tout ce monde qui va être organisé autour de qui va être organisé en Asie. C'est le cercle de Valéry Pieris avec Hong Kong, vous savez, la moitié de la population mondiale, et surtout une découverte de la liberté par ces gens-là, quoi. Et la troisième partie, c'est un peu comment ce monde va s'organiser. C'est-à-dire quels sont les outils qui vont être développés, etc. Ce qui donne une idée de l'endroit où vous pourrez vous-même investir, quoi. Ouais. Alors, le premier chapitre, c'est à l'origine de l'Empire américain. Alors, quelles leçons on tire de cet Empire américain sur l'Empire américain, il a tenu pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que en 45 ou 44, je me souviens plus, il y a eu un accord qui a été signé entre Ibn Saoud et Franklin Roosevelt sur un navire américain dans le Golfe Persique qui disait que le pétrole saoudien allait être achetable en dollars US. Et puis ensuite, c'est passé dans le reste. Tous les pétroles sont devenus achetables uniquement en dollars US. Le dollar US est devenu la monnaie de transaction du pétrole, c'est-à-dire que les États-Unis ne contrôlaient pas la production d'énergie, mais contrôlaient toute la commercialisation d'énergie qui devait passer par leur monnaie. Et c'était une façon de contrôler l'énergie de tout le monde, donc de contrôler tout le monde, quoi. Et puis ça, ce monopole qui a duré jusque pendant un grand moment, il a sauté avec la guerre russo-ukrainienne, où d'un seul coup, les Russes sont mis à offrir leur pétrole directement à l'Inde, sans passer, puisqu'ils n'avaient plus de compte ni en euros ni en dollars, les Russes, ils les ont offerts dans le compte soit de leur monnaie, soit de la monnaie indienne. Ouais. Et donc, de façon inadvertante, les Américains ont cassé ce qui leur donnait la puissance dans l'Empire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce truc absolument fondamental. On a exclu la Russie du système SWIFT, qui était, en fait, vous comparez ça à une sorte d'ordinateur central extrêmement efficient, mais contrôlé par les Américains. On les a exclus de SWIFT, ce qui sans doute les a fait les emmerder un peu. Voilà. Donc ça a dû les emmerder pendant 2 semaines et puis ensuite ça allait. Et donc ça leur a permis, en fait ça n'a pas directement avantagé les Russes, mais en revanche ça a beaucoup avantagé tous ceux qui voulaient faire du commerce directement avec la Russie dans leur monnaie en quelque sorte. Dans leur monnaie ou dans la monnaie russe. Ouais. Et donc d'un seul coup le monopole du dollar, et la plupart des gens étaient obligés à cause de la monnaie énergie de garder des réserves de change en dollars, c'est-à-dire de financer le déficit budgétaire américain en gardant des obligations américaines là, dans leur banque centrale. Parce que ils avaient besoin de dollars pour acheter du pétrole. Mais à partir du moment où ils peuvent acheter du pétrole dans leur monnaie à eux, pensez bien qu'ils n'ont pas plus besoin de réserves en dollars. C'est-à-dire que le problème qui va se poser, des 5 ou 6 000 milliards de dollars de réserves de change dans les banques centrales qui ne servent plus à rien, quoi. Ouais. Ça a fait que la Russie, du coup, faisait du commerce non plus en dollars, mais en yuan, en yuan, en roupies, dans toutes ces monnaies asiatiques. Et derrière, ce qu'on a vu, c'est que les autres pays autour se sont mis aussi à commercer entre eux, pas juste avec la Russie, mais se sont mis à commercer entre eux dans leur monnaie respective. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'a plus besoin de passer si vous êtes un Indonésien et que vous voulez vendre un balai, autrefois vous deviez passer par le dollar. Ouais. Maintenant, vous pouvez passer par votre monnaie directement, ou vous pouvez passer par le yuan, ou vous pouvez passer par des accords de swap entre banques centrales. J'explique le mécanisme dans le livre. Donc, ça veut dire qu'à la place d'avoir un système complètement centralisé sur le dollar, on va maintenant avoir un système complètement décentralisé. Ouais. Et en quoi le fait que tous ces contrats devaient se faire en dollars, freinait le développement de toute cette zone-là? Il y avait toute une série de choses. Par exemple, les États-Unis, on l'a bien vu en 2012 avec l'amende qu'ils avaient foutue à la BNP. La France faisait du commerce avec le Soudan, qui était interdit par les États-Unis. Ouais. Parce que le Soudan, c'était pas un pays convenable. Bon. Donc déjà, c'est les États-Unis qui décidaient des gens avec qui la France pouvait faire du commerce. Ce qui est déjà un petit peu limité, quoi. Donc on passe par le dollar, on fait du commerce malgré tout avec eux. Et à ce moment-là, les États-Unis décident que quiconque fait du commerce en dollars est passible, même entre deux gens qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, la France et le Soudan, est passible des tribunaux américains. Ouais. C'est l'extraterritorialité du droit américain. Du droit américain qui, d'un seul coup, qui n'était pas du tout le cas avant, qui fait que d'un seul coup, quand vous et moi on fait une transaction, il y a moi qui suis au courant, vous qui êtes au courant, et la CIA. Voilà.
Si vous voulez, ça limite les enthousiasmes pour faire du commerce, je sais pas, un petit peu louche. Oui. Donc ça veut dire que d'un seul coup, les États-Unis ont décidé de prendre le contrôle du commerce mondial, de qui pouvait faire du commerce avec qui. Et les autres se sont dit, bah, ça va pas du tout, parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir la CIA qui est au courant de ce que je fais, quand même. C'est le mythe du consentement à deux. Il faut aussi le consentement de la CIA pour... Mais vous savez, c'est comme dans un mariage, si vous voulez, il faut que les deux soient d'accord, quoi. Oui. Donc quand ça a été sorti en 2012, j'avais écrit toute une série de papiers en disant que ça condamnait à mort le dollar comme monnaie de transaction. Ouais. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas ? Oui, complètement. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la Chine qui veut faire du commerce avec l'Indonésie. L'Indonésie vend du charbon, la Chine vend des bagnoles. Ouais. Donc dans le temps, ils auraient dû facturer en dollars, les deux, comme ça. Donc ce qu'a fait la Chine, l'Indonésie, c'est qu'ils prennent un accord swap. C'est-à-dire que par exemple, la Chine va offrir 100 milliards de dollars, allez, pour nous soyons fous, à l'Indonésie en prêt, un prêt de 100 milliards de dollars qui est dans la banque centrale indonésienne, et puis la banque indonésienne va offrir l'équivalent de 100 milliards de dollars en roupiah indonésienne qui sera dans les réserves de la banque centrale chinoise. Ouais. Donc si vous voulez vendre une bagnole chinoise à l'Indonésie, vous n'avez plus besoin de passer par le dollar. Ouais. Vous pouvez facturer directement l'importateur en monnaie locale, Ouais. qui lui-même ira tirer sur la ligne de crédit que lui a fait la Banque centrale chinoise et qui paiera le diplomate. C'est-à-dire que, du coup, tout le commerce extérieur se passe entre les deux pays, dans leur monnaie, et vous arbitrez simplement en fin de parcours, s'il y en a un qui était excédentaire, l'autre qui était déficitaire. Donc ça veut dire qu'on n'a plus du tout besoin d'une troisième monnaie qui est plus stable pour faire du commerce entre vous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les accords de swap. Ça remplace complètement la nécessité d'avoir des réserves de change, quand même. Ouais. Ça apporte énormément de prévisibilité au marché. C'est-à-dire qu'on sait que, en fait, dans ces énormes... Dans le temps, si vous n'aviez pas de dollars, vous étiez cuit. Ouais. Vous arrêtiez complètement. C'est ce qui s'est passé en Asie en 98. Ils n'avaient aucun problème, mais ils n'avaient plus de dollars parce qu'il y avait eu une crise financière aux États-Unis. Et du coup, ils sont plongés. Alors que maintenant, parce qu'il y a eu la crise financière aux États-Unis, ils s'en foutent. C'est ça, parce qu'on parle de carnet de commandes gigantesques. Donc c'est typiquement, je vous promets un truc et puis on verra dans 6 mois. C'est-à-dire, je vous livre dans 6 mois et puis vous me paierez dans 6 mois. Sauf que si dans 6 mois, il y a la monnaie d'un des deux qui s'est effondrée, bah, on n'est plus tout à fait d'accord sur le prix de vente. Sur le prix de vente. Et donc, vous pouvez faire du commerce entre deux monnaies, mais si par exemple la monnaie indonésienne d'un seul coup se met à baisser de 30% vis-à-vis de la monnaie chinoise, tous les gens qui ont fait des contrats dans les monnaies, il y en a un qui gagne beaucoup, l'autre qui perd beaucoup, c'est pas possible. Ouais. Tandis que là, si vous avez arrêté le prix des exportations chinoises vers l'Indonésie en monnaie chinoise, qui est garantie par la Banque centrale, qui a un dépôt en monnaie chinoise qui permet de régler les gars, il n'y a plus aucun problème. La monnaie indonésienne peut se péter la gueule. Dans le terme du contrat, vous avez de quoi payer à un prix qui est déterminé à l'avance et il n'y a plus aucun problème. Ce qui veut dire que la volatilité des monnaies va beaucoup baisser. Et comme la volatilité des taux de change va beaucoup baisser, entre la Chine et l'Indonésie, il est probable que les taux d'intérêt indonésiens vont aller lentement mais sûrement vers les taux d'intérêt chinois qui sont beaucoup plus bas. Et quand les taux d'intérêt baissent, en général, les marchés des actions montent. Ouais. Donc ça veut dire que c'est en train de mettre en place une espèce de sphère financière avec une volatilité de la monnaie, des taux d'intérêt et des taux de change basse, qui veut dire une hausse des pays chez nous, quoi. Chez eux. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les obligations américaines ? Parce qu'il y a plein de pays qui sont bourrés d'obligations américaines. La bonne question, ça. Alors, le truc, c'est que ça fait déjà pas mal de temps que les États-Unis ont des déficits absolument gigantesques. Et ça ne va pas en s'arrangeant, même non, pas du tout. Qui que ce soit au pouvoir, les démocrates comme les républicains, que ce soit Trump, que ce soit Biden, que ce soit Trump de nouveau, à chaque fois, ça ne fait qu'augmenter année après année. Quelque part, jusqu'à il y a quelques années, c'était pas très très grave parce qu'ils avaient ce privilège d'avoir des demandes d'obligations qui si le prix du pétrole montait en même temps, c'était pas grave, parce que le prix du pétrole qui montait en même temps, ça veut dire qu'on avait besoin de plus de dollars pour acheter la même quantité de pétrole, donc il fallait que les États-Unis aient un déficit pour fournir ces dollars. Donc voilà, donc exactement. Mais si le prix du pétrole ne monte pas et que le déficit extérieur des États-Unis augmente, il y a un moment où il va y avoir peut-être un peu trop de dollars, quoi. Oui, c'est ça, et on a plein de pays donc, qui sont complètement bourrés d'obligations américaines. Je pense aux pays asiatiques, je pense au Japon qui est particulièrement détenteur de cette dette-là, la Chine aussi, et la Chine, par exemple, se sépare depuis quelques années
progressivement tes obligations américaines pour acheter de l'or à la place. Parce qu'elle se dit, Mais elle ramène le problème à quelqu'un d'autre. Voilà. Si je veux dire, c'est le coup de la patate chaude. Vous savez, attention, attrape. Vous savez, c'est comme c'est autrefois. Et puis il vous filait une pierre chaude et puis c'était la vieille blague, attrape la patate chaude. Là, si vous voulez, les Chinois se débarrassent en douce de leur dollar, mais ils les vendent à qui C'est ça le truc, c'est que ces obligations forcément vont perdre en valeur. Et c'est déjà le cas depuis quelques années, mais est-ce que ça risque pas de se poursuivre pendant longtemps? Non, le vrai problème, si vous voulez, c'est que... Alors, qu'est-ce que peuvent avoir les Américains? Bon, ils ont ces obligations immenses, 5 000 milliards de dollars à l'extérieur. Ouais. Ils peuvent se dire, bon, comment je vais réabsorber ces 5 000 milliards de dollars à l'intérieur des États-Unis? Alors la première façon, c'est de dire, écoutez, si vous vouliez installer des usines aux États-Unis, avec vos dollars, là vous prenez vos dollars, vous installez des usines aux États-Unis, on va vous donner des taxes, des avantages fiscaux monstrueux pour faire des usines aux États-Unis. Bon, ça, ils ont fait. La deuxième des choses, et si vous ne le faites pas, disent les Américains, vos usines qui sont là-bas, je vais leur foutre des droits de douane, vous allez voir, et vous devrez payer ces droits de douane avec des dollars que vous avez en trop, là, voyez. Donc, c'est une autre façon d'éponger les dollars. Bon, ça peut marcher quelque temps. La troisième, c'est que vous essayez de convaincre le monde entier qu'ils sont les seuls à faire de l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez avoir dans vos portefeuilles des valeurs d'intelligence artificielle, il faut que vous achetiez aux États-Unis. Ouais. C'est l'autre solution. Mais enfin, ça marche jusqu'à ce que les Chinois développent de l'intelligence artificielle aussi. Donc, c'est un peu ça. Et qu'il y en a une qui soit à 40 fois les bénéfices et l'autre à 6 fois. Donc, au bout d'un certain temps, vous dites, je vais peut-être acheter Chinois. Bon, ça, c'est le... Et puis, la dernière façon, c'est de dire, je vais dévaluer le dollar de 50%, comme ça, vos obligations, elles vont non plus rien, quoi. C'est un peu ça. En fait, donc, techniquement, on n'y est pas, mais c'est un peu la voie qu'on emprunte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les difficultés éventuellement budgétaires, financières que peuvent avoir les États-Unis, en fait, elles vont toutes se régler. Le dénominateur commun, c'est un peu le dollar. C'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte sacrifier le dollar pour sauver l'économie américaine. En tout cas, il est certain que compte tenu de la dette qui maintenant est à 110 ou 120% du PIB, et du service de la dette qui monte à toute allure... Il est tout à fait évident que vous avez d'un côté un pays très endetté, de l'autre côté des tas de gens très créditeurs. Oui. Et la question qu'il va falloir trancher, c'est il va y avoir une décote sur les obligations, parce qu'ils ne peuvent pas payer. Donc elles se négocieront à 50% de la valeur d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Et grosso modo, comment ça va se passer? Ça peut se passer par le dollar qui baisse. Ouais. Ça peut passer par les États-Unis qui décident de rembourser simplement ceux qu'ils aiment bien et puis pas de rembourser ceux qu'ils n'aiment pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a toute une série de façons de faire faillite. Oui. C'est tout essayé dans l'histoire, jusqu'à Philippe II d'Espagne qui décide de ne pas rembourser les banques italiennes, ce qui crée un problème bancaire monstrueux à l'époque. Donc, vous avez aujourd'hui une inadéquation, vous avez un stock de dette américaine qui est à l'extérieur des États-Unis et qui servait un petit peu à faire tourner le commerce international, quoi. Ouais. Vous avez ce stock de dette qui est toujours là, mais il ne sert plus à rien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne sais pas, mais j'en aurai pas dans mon portefeuille, quoi. Ouais. Parce que je veux dire, il y a quelqu'un qui... Je sais qu'il va perdre 50%, mais je sais pas trop comment il va se débrouiller pour qu'il perde 50%. Mais ça me paraît pas une idée particulièrement brillante, quand même. Ouais, tout à fait. Et alors, je fais un aparté parce que dans votre conception du portefeuille, dans les résultats de vos recherches sur des décennies, on arrive à la conclusion que ça sert pas à grand chose d'avoir en même temps des obligations d'État américaine et de l'or. Faut choisir entre les deux, faut arbitrer. Ça veut pas dire que dans une journée les deux peuvent pas monter ou descendre en même temps, mais globalement sur des grandes durées, parce que c'est ça qu'on recherche, un portefeuille stable. Voilà. D'ailleurs depuis 2-3 ans on dit c'est pas la peine d'avoir des obligations, il faut avoir de l'or. Voilà. Les obligations baissaient un peu, il aurait beaucoup monté. Oui, largement, oui. Donc ça y a pas de... c'était une intuition il y a 3 ans quand on disait ça, on disait ça pourrait se passer, maintenant c'est une réalité, ça va se passer, c'est certain. Ouais. Donc l'or, il va peut-être aller à 20 000 pour ce que j'en sais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est... À la fois, on me dit, oui, mais il est super cher. Oui, non, mais il n'est pas cher. Un gramme d'or, ça vaut toujours un gramme d'or. Oui, c'est simplement le dollar qui va baisser vis-à-vis de ce gramme d'or, et puis c'est tout, quoi. Oui.
Oui, c'est ça, parce que aussi on le mesure en dollars, et le dollar, bah, c'est justement aussi un étalon de mesure qui est en train de s'effondrer. Vous mesurez votre taille avec un mètre qui est complètement élastique. Donc, Oui, c'est ça. un jour, vous faites 1m40, le lendemain, vous faites 2m50. Oui. Mais tout ça, Donc c'est forcément, votre résultat au 100 mètres, il peut varier Et, beaucoup. et si vous voulez vous faire engager dans une équipe de basket, il vaut mieux mesurer 2m50 que 1m40. Mais donc, si vous voulez, l'outil de mesure pour le commerce international, pour les portefeuilles qu'est le dollar aujourd'hui, n'est plus un outil de mesure de bonne qualité. C'est pour ça que nous, on a tendance à tout valoriser en or. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Et alors, il y a un chapitre dans lequel vous expliquez que pendant des décennies, ça a été le cas même pour vous à titre de gestionnaire, la valeur un peu sûre, bon, c'était d'une part les obligations américaines, mais surtout en fait le Bund. Le Bund, parce que la Banque centrale allemande était constitutionnellement indépendante du pouvoir politique allemand. Et donc, quand le pouvoir politique allemand décidait de foutre des déficits budgétaires imbéciles ou je sais pas quoi, ce qui faisait de temps en temps, le Bund, la Banque centrale allemande, montait les taux jusqu'à ce que, pour éponger pour déclencher une récession et tout. Donc, la Bundesbank faisait ce qu'elle voulait. C'était elle, la vraie maîtresse du jeu. Ouais. À tel point que quand il y a eu la grande crise sur le dollar dans les années 70, le Bund est devenu le maître du temps, c'est-à-dire que la valeur du capital, la valeur du temps dans le capital, les taux d'intérêt à long terme, était déterminée plus par le Bund que par la Banque centrale américaine, que les Américains n'aimaient pas du tout. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a fait quelque chose de très habile. On ne pouvait pas changer la Bundesbank parce qu'elle était constitutionnellement indépendante. Donc, on a fait l'euro pour pouvoir foutre en l'air la Bundesbank, si j'ose dire, constitutionnellement, sans avoir à le montrer, quoi. Ouais. Et donc, on a fait l'euro, et depuis, la Bundesbank n'existe plus. Ouais. Et donc, on a redonné le pouvoir de déterminer les taux à long terme aux Français et aux Américains. Oui. C'était pas une bonne idée. Ce qui a donné des taux d'intérêt négatifs. Pendant quelques temps, et aujourd'hui, des taux d'intérêt qui n'ont pas fini de monter, quoi. Ouais. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que vous aviez une espèce de rupture qui s'était produite dans les années 70 et qui était très bien, entre la détermination des taux d'intérêt longs, qui était fait en Allemagne, et la détermination des taux d'intérêt courts, qui était faite aux États-Unis. Ouais. Donc, on s'en foutait, c'est pas grave. Et maintenant, c'est les États-Unis qui déterminent les deux, et vous le croirez pas, mais ils le feront. Ils le font pas tellement à l'avantage des gens qui ont des obligations. Ils le font à l'avantage du gouvernement américain. Oui, c'est clair. Oui, parce que le truc, c'est que on peut se permettre d'avoir des taux beaucoup plus logiques, des taux de marché, en quelque sorte, quand on a une dette si on est la Suisse, on s'en fout. Voilà. Ils n'ont pas de déficit budgétaire. C'est ça, si on a un déficit ridicule et on a souvent des excédents et que, à la limite, la dette, elle représente 30-35% du PIB, on s'en fiche. C'est le cas de la Suède. Voilà, le truc, c'est que si la dette, elle commence à faire 120% du PIB et qu'on a des déficits à 5-6%, là ça devient absolument colossal, et justement derrière on a les intérêts qui vont nous mener à la ruine. Qui vont tout bouffer. Et surtout si cette dette est détenue par des étrangers, ils vont tout bouffer, ils vont être payés à l'étranger. Donc si au Japon ou en Chine ils ont des dettes énormes, mais c'est le vieux qui détient la dette, qui sert, c'est le vieux japonais, donc on donne du pognon au vieux japonais, qu'il donnera à son enfant pour qu'il s'achète un appartement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça reste à l'intérieur de Vasco. Mais si vous donnez l'argent des jeunes Américains à des vieux Japonais, ça n'arrange pas les États-Unis. Hein. Oui, parce que en fait, ça peut sauver une économie de pratiquer d'un seul coup des taux très élevés. Ça a été le cas dans les années Reagan, typiquement. Et surtout, ça rétablit la crédibilité du dollar. Absolument. Donc ça rétablit l'envie des autres de détenir de la dette pour se garantir contre le futur. Quoi. Absolument, donc c'est un outil extrêmement puissant. Le problème, c'est que cet outil, maintenant, ils ne peuvent plus vraiment l'utiliser parce que ça voudrait dire payer des intérêts absolument démentiels. Le stock de dette, à l'époque, était 30 ou 40%. L'inflation était élevée, les taux d'intérêt étaient élevés, mais le stock de dette était assez bas. Et puis d'un seul coup, aujourd'hui, pendant que vous mettiez les taux à 10%, à 20%, pardon, ce qui était le cas, la dette à 30%, vous payez 6% du PIB en service de la dette. Mais aujourd'hui, la dette est à 120%. Vous mettez les taux d'intérêt à 6% et vous payez à nouveau 6%, ce qui est insupportable. Donc vous ne pouvez pas les mettre à 6%, donc vous les mettez à 3%. C'est impossible, Et vous dites que, en gros, sur la dernière décennie à peu près, le 10 ans chinois a remplacé le Bund. C'est ça, parce que les gens sont toujours à la recherche de ce qu'on appelle
un risk-free, c'est avec quelque chose qui vous donne une vraie mesure de la valeur du temps. Ouais. C'est-à-dire qui vous permet, vous, investisseurs, d'avoir un placement sans risque. Et donc ça a été longtemps le marché américain, le bond américain, et puis ensuite le bond allemand. Ouais. Et maintenant, c'est devenu le bond chinois. Et je montre qu'il s'est décorrélé vis-à-vis du bond américain, le bond chinois. Et ensuite, ce qui s'est passé très curieux, ce que j'attendais d'ailleurs, c'est que tous les marchés obligataires d'Asie se sont mis à la place de suivre le bond américain, ils se sont mis à suivre le bond chinois. Mmh. Donc, c'est-à-dire que l'allégeance sur le temps est passée pour toute l'Asie. Je suis les États-Unis qui sont les maîtres du temps, je suis la Chine qui sont devenus les maîtres du temps. C'est un changement inimaginable, ça aurait dû être en première page de tous les journaux. Ouais, c'est ce que vous dites, alors c'est dans le chapitre 10, vous dites en gros le gérant il avait deux options, c'est-à-dire soit il reste avec le portefeuille classique, le 60-40, donc 60% en obligations américaines, 40% en obligations allemandes, soit vous dites il écoute des fous comme moi, il investit 60% de ses réserves en obligations chinoises et protège sa position en obligations chinoises avec des positions en or au cas où ça tournerait mal en Chine. Alors cependant, est-ce que aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, ça a tellement bien marché effectivement pour les obligations chinoises que les taux sont retombés, j'ai plus à 1,6%, quelque chose comme ça. Donc le taux sur le 10 ans, en fait, quelque part, ça a tellement bien marché que tout le monde s'en est bourré. Et donc maintenant, non, c'est pas, les Chinois s'en sont bourrés. Les autres, ils ont vendu comme des corneaux parce qu'il y a eu la guerre. Oui, effectivement. Il y a eu ces débats en 2022, effectivement. Il y a léger problème. Alors oui, le problème, si vous voulez, c'est qu'on arrive à un niveau où les taux d'intérêt sont bas en Chine, mais l'inflation est négative. Ouais. Alors, mettons que l'inflation soit à moins 0,5, il vous paye du 1,5, ben ça vous fait du 2% réel, c'est pas complètement nul, quoi. C'est mieux que le 10 ans allemand qui vous donne du 0. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, logiquement, les taux longs chinois aujourd'hui, s'ils étaient à parité avec les taux longs américains ou allemands, ils devraient être aux alentours de 0,5 sur le 10 ans. Mmh. Et ils sont à 1,8. Donc, c'est pas aussi bien que quand ils étaient à 5. Hein, on l'a beaucoup recommandé. Ouais. Mais quand je vois, vous savez, c'est la vieille blague, quand je me vois, je me désole. Mais quand je vois les autres, je me console. Et quand vous regardez les autres bond market, vous vous dites, bah oui, finalement de l'or et des obligations chinoises. Alors pour les sportifs, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Amérique latine, qui aussi est en train de se rendre indépendante du dollar, aussi curieux que ça paraisse. Et vous avez des taux pas possibles en Amérique latine, des 13% réels sur le Brésil et des trucs comme ça. On en a parlé un peu. Des trucs indexés sur l'inflation aussi. Des trucs indexés sur l'inflation, tout à fait étonnant. Et de pays qui sont sérieux. Donc, si vous voulez, vous pouvez envisager aussi d'avoir des obligations chiliennes, colombiennes, péruvienne et brésilienne, et ça vous donne du 7 ou 8 et peut-être du 5% réel. Mais ça, c'est pas mon domaine de compétence, si vous voulez. Je sais que c'est là-bas, mais je sais pas trop bien comment l'approcher, quoi. Oui. Et est-ce que toute cette zone, justement, adjacente en quelque sorte à la Chine, elle est pas en train aussi de vivre le début d'un boom obligataire ? Bah oui. Bah, elle est en train de vivre. Ce qui va se passer, si vous voulez, on le voit très bien, c'est qu'il va y avoir des investissements absolument massifs qui vont être faits dans les infrastructures de pays comme le Pérou, l'Argentine, le Brésil, qui n'est pas avec l'aide des capitaux chinois, encore une fois. Et donc, par exemple, l'Argentine est un des plus gros réservoirs du monde de gaz de schiste, vous savez, pour faire du gaz et du pétrole. Ouais. Bon, ben pour l'instant, c'était pas facile, parce que maintenant, ils vont faire des routes et tout. Donc, on voit très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une zone monétaire chinoise, il y aura une quasi-stabilité des monnaies des pays proches de la Chine. Au fur et à mesure que vous en éloignerez, ça deviendra de plus en plus volatile. Mmh. Mais les pays volatiles, ce sont les fournisseurs de matières premières, ce sera la Russie ou l'Amérique latine. Et donc là, vous pouvez acheter des obligations en acceptant le risque de la volatilité, parce que les taux sont plus élevés. Mais vous pouvez aussi essayer d'acheter des actions productrices de ces matières premières dans ces coins-là, si vous pouvez, quoi. Donc, c'est un petit peu comme quand la zone dollar est apparue après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, vous pouviez acheter des trucs au Canada, c'est pareil. Puis vous pouviez aussi aller acheter des trucs je sais pas où, au Japon, qui était à l'époque des colonies américaines et qui le sont toujours d'ailleurs. Donc, ça redistribue la géopolitique. C'est-à-dire que la géopolitique aujourd'hui, on voit bien, on assiste à l'unification du continent asiatique, qui est gigantesque, qui va bénéficier à la Russie, cette énorme masse de terre là, et rien ne se passera par la mer.
C'est-à-dire que tout le commerce de notre époque se passait toujours par la mer. Donc il fallait une marine pour empêcher les Houthis de vous faire sauter vos bateaux, je sais pas quoi. Maintenant, on n'en a rien à foutre. Donc la puissance militaire américaine, qui est comme sur l'Angleterre, qui était bâtie sur la domination de sa marine, si vous voulez aller de Moscou à Pékin et de Pékin à Delhi, vous n'avez pas besoin d'une marine. Hein. Ouais. Ça passe au-dessus de la terre. Ou c'est sur la terre. Donc, ça veut dire aussi un bouleversement total. Donc, c'est pour ça que moi, je suis persuadé que les États-Unis vont aller vers ce que j'appelle l'Amérique de Monroe, vous savez, la forteresse américaine, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre le contrôle de la zone sud de l'Amérique, là, pour être la partie inattaquable, parce qu'ils sont tellement loin dans le Pacifique ou Pacifique ou l'Atlantique que personne ne peut les attaquer, pour faire une espèce de zone de sécurité qui sera l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, puis ils vont laisser le reste du monde se démerder. Hein. Est-ce que vous pensez que Trump, il en a conscience de ça? Parce que depuis le début de sa présidence, alors on a l'impression que semaine A, il est forteresse America, semaine B, il va un petit peu oui, mais il va tout changer, mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'il est semaine A, forteresse America, semaine B, autre chose, semaine A, A1, forteresse America, c'est autre chose, mais il varie tout le temps, mais ce qui varie pas, c'est forteresse America. Si vous voulez, ensuite, il invente des nouveaux trucs sur lesquels faire parler les journalistes, mais forteresse America, ça reste avec Vance, avec tous ces gars-là, ils sont tous parfaitement au courant et ce qu'ils doivent négocier maintenant, c'est justement la façon dont ils vont récupérer ces 5 000 milliards de dollars qui ne servent plus à rien, quoi. C'est ça la grande question, quoi. Ouais. Et est-ce que boom obligataire, ça veut dire boom des actions aussi, ou c'est deux Alors, choses ça veut dire, différentes? en tout cas, boom obligataire, ça veut dire oui. Logiquement, vous êtes, par exemple, en Indonésie, il passe un accord de swap. Les taux d'intérêt en Indonésie sont, mettons, je sais pas combien, à 10 ou à 12. Hein. Les taux sur la Chine sont à 1,8. Donc vous savez que les accords de swap vont stabiliser les deux monnaies. 10 points d'écart entre deux monnaies, c'est gigantesque. Donc vous avez tout intérêt à vous dire, bon ben, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va acheter des obligations à 10 ans, ouais, et va vendre les obligations à 10 ans chinoises. Et je vais toucher comme ça 8 ou 10% de différence de taux. Et comme tout le monde fera ça, petit à petit, les taux en Indonésie vont baisser, la monnaie va se stabiliser, jusqu'au moment où... On va arriver à un point d'équilibre. On va arriver à un point d'équilibre. Mais pour l'instant, on est tout à fait au début de cette convergence des pays faibles d'Asie ou des pays faibles d'Amérique latine vers la monnaie chinoise. Ouais. Mais je crois que ça va être un des grands thèmes dans les années qui viennent, ça. Ouais. Et derrière, parce que là, on a en quelque sorte dépassé un peu le boom obligataire chinois pour entrer un peu dans un boom... Maintenant, il faut chercher autre chose. Alors maintenant, la Chine, il faut acheter des actions. Voilà, donc là, on entre dans un boom capitalistique. Alors, par exemple, est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà détenu des actions chinoises auparavant? Ah, jamais. C'est la première fois de ma vie que j'en ai acheté, mais j'en suis bourré maintenant. Voilà, donc vous dites, c'est la première fois de l'histoire du marché, en quelque sorte, qu'il faut acheter des actions. Un vieux crabe comme moi, il y avait les spécialistes qui allaient acheter des trucs en Chine, mais enfin... On les regardait d'un œil soupçonneux, quoi. Oui. Oui, quelle information il a, celui-là. Vous savez, quand j'ai commencé dans ce métier, à Paris, il y a très longtemps, on investissait les gens dans le portefeuille, là, ils investissaient à Paris. Et puis, d'abord, il y avait des contrôles d'échange. Et puis, quand ils étaient vraiment très aventureux, ils investissaient aux États-Unis. Ils allaient acheter de l'IBM, c'était quand même prendre un risque. Ça, c'était au début, quand je suis arrivé. Et puis, dans les 7 ou 8 premières années où je suis arrivé, il y a le Japon qui est apparu. D'un coup, il y a des spécialistes du Japon qui ont commencé à être là à droite ou à gauche et qui vous recommandaient d'acheter des trucs sur le Japon, Sony, enfin des trucs très extraordinaires. Et puis est arrivé le début des années 80, d'un seul coup, toutes les contrôles d'échange, tous les contrôles de capitaux ont disparu. Et il y a eu un marché mondial qui est apparu. Ouais. Et donc, à ce moment-là, tout le monde s'est mis à acheter partout. Mais en fait, on s'est rendu compte très facilement que c'était beaucoup plus facile d'acheter aux États-Unis que partout ailleurs, parce qu'ils étaient équipés, et puis ils avaient des belles sociétés qui faisaient tout. Donc, petit à petit, la part des États-Unis dans les investissements faits par les pays s'est bien montée, ce qui soutenait le dollar, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et puis maintenant, on se dit, dans le fond, j'ai beaucoup de valeurs américaines, il se passe des trucs en Chine, il y a le cercle de Valérie Pieris qui apparaît. Je devrais peut-être acheter autre chose. Mais vous n'avez pas un gars dans la boîte où vous êtes gérant qui connaît quelque chose au marché chinois, quoi. Ouais. Il n'y en a plus. On a les appareils, ils ne sont pas formés encore, quoi. Ouais. Vous n'avez pas d'accord de règlement, par exemple, avec les banques chinoises pour acheter des trucs chinois, donc ça prend du temps, tout ça. Ouais.
Mais il est certain qu'aujourd'hui, ce que j'ai écrit dans un papier récemment, j'ai dit, bon, ben, tout le monde se demande, dans le monde entier, s'il faut acheter l'intelligence artificielle américaine. Quand tout le monde se demande ça, qu'est-ce que ça veut dire pour un vieux boursier, là? Ça veut dire que tout le monde en a. Ouais. Déjà. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, la question, c'est pas ce que je vais en acheter, mais est-ce que je garde ce que j'ai, et en particulier par les phénomènes d'indexation. Même si vous n'êtes pas très chaud sur l'administration américaine, vous vous retrouvez avec 30% de la provision américaine si vous achetez l'indice, quoi, c'est bon. Donc, mais par contre, j'entends personne me demander est-ce que je dois acheter des actions chinoises. Personne. Personne n'en parle. Ce qui veut dire que personne n'en a. Parce que n'importe quel gérant ne parle que d'une chose, c'est de ce qu'il a dans son portefeuille. Ouais. Sinon, ouais, bien sûr. Pour essayer de vous inciter à acheter ce qu'il a déjà, de façon à ce que ça fasse monter ses positions. Oui. Quoi. Puis il y a un côté un peu performatif. Voilà, on essaie de se dire, non mais vraiment ce que j'ai dans mon portefeuille c'est top. Vraiment, d'ailleurs, je vais en convaincre l'autre qui va l'acheter, comme ça me permettra d'en sortir. Donc, je vois très bien, d'après les discours des gens, là où ils sont, massivement aux États-Unis, et là où ils ne sont pas, en Asie. Et je me dis, tiens, moi je ferais le contraire. Quoi. Ouais. Mais je suis un vieux grognon. Oui, alors c'est sûr, vous aimez pas faire les trucs comme les autres. En tout cas, pas en même temps que c'est rare. Ouais. Et ça veut dire quelque chose, c'est qu'il y a toute une part de marché, du marché mondial qu'on appelle les emerging markets, les marchés émergents. Alors c'est une partie du marché qui est souvent assez décevante parce que, en gros, quand tout se passe bien, notamment pour l'économie américaine, alors ces marchés montent, mais moins que les marchés américains. Ben là, depuis 2 ans, c'est plus le cas. Voilà, depuis 2 ans, c'est plus tout à fait le cas. Et en particulier, ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, quand il y avait une claque sur le marché obligataire américain ou allemand, les marchés émergents se pétaient la gueule. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est même pas contrarien. C'est-à-dire c'est même pas comme si ça pouvait éviter de subir les récessions américaines. S'il y a une récession aux États-Unis, les marchés émergents se plantent aussi. Et à l'inverse, quand c'est ce que je disais, là, depuis quand 2 ça se passe bien, ça se passe mieux aux Il y a eu une claque sur le États-Unis. marché obligataire américain et, stupéfaction générale, les obligations des pays émergents ont monté. Ouais. Et ça a pris absolument tout le monde par surprise. Pas nous, mais enfin, ça c'est autre chose. Et parce qu'on avait dit qu'il faut acheter des obligations émergents parce qu'ils vont diverger, ce qui était un pari incroyable, et ça s'est passé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le coût du capital pour les pays émergents n'est plus déterminé par les États-Unis, mais par la Chine. Ouais. Et c'est un changement inouï. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est plus les variations du taux, des taux d'intérêt qui vont déterminer si les bourses en Indonésie montent ou baissent. C'est ce qui se passe en Chine qui va déterminer si ça monte ou ça baisse. Mais alors, si vous avez compris ça, est-ce que ça veut dire que Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc., ils l'ont compris aussi? J'en suis trop heureux, ça. Parce que j'imagine quand même, je regardais un rapport l'autre jour d'un type de Goldman qui justement estimait que dans la décennie qui allait venir, les actions américaines allaient grossir chaque année de 6,5%, mais ça allait être moins que, selon lui, l'Europe ou surtout les marchés émergents, tout ce qui est Asie ex-Japon. Alors c'est très possible, mais moi j'ai souvent vu dans ma vie des marchés monter de façon extraordinaire, mais souvent c'est parce qu'il y avait le marché d'à côté qui baissait de façon extraordinaire et qui d'un seul coup n'était plus attractif, si vous voulez. Par exemple, en 90, début 90, le Japon a fait son plus haut. Et à l'époque, il représentait 52% de l'indice mondial. C'est-à-dire que plus de la moitié de la capitalisation boursière du monde était au Japon. Je disais aux gens, mais ça va pas à la tête, non. Et en quelques années, ils sont passés de 50 à 20, ou je sais plus comment, enfin ils ont perdu 60% de leur capitalisation. Mais c'est là où la grande hausse a commencé en Europe et aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que un boursier, ça a du mal à porter plus d'une idée à la fois, quoi. Oui, il peut pas être bullish sur 2 choses à la fois, quoi. Il peut être que sur un truc. Oui, mais on a en général un thème qui tire vraiment toutes les mentalités. On raconte une histoire pour faire dormir. Tout à fait. Les histoires ont beaucoup plus de puissance que des tableaux Excel ou des trucs qui... Si vous faites une belle histoire et qu'elle semble se vérifier, à ce moment-là, tout le monde est très content. Oui, effectivement. Et à la fin, vous savez, le prince et la princesse se marient. Enfin, le prince et la bergère se marient, ils ont plein d'enfants. Oui, ils sont très malheureux. Tout à fait. Ils n'étaient plus jamais malades. Ils n'étaient plus jamais malades. Ils sont pas morts, d'ailleurs. Ils sont restés jeunes tout le temps.
Mais du coup, ça veut dire que ces marchés emerging markets, bah déjà, peut-être que dans certaines années, ils seront plus du tout emerging, ils seront juste markets normaux. Mais déjà, je crois que le marché chinois est le deuxième marché du monde de par la taille. Ouais. Il est gigantesque, mais comme il représente que 3% dans les indices, parce que quelle que la raison, ça n'a... Donc les gens, quand ils achètent la Chine, ils ont du mal à mettre plus 3%. Oui. Alors aujourd'hui, ça devrait être 50, oui. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des types qui disent oui, moi j'ai de la Chine, mais effectivement, ils ont 1 ou 2% dans leur portefeuille. C'est un peu comme ceux qui disent j'ai de l'or, mais ils ont 2% d'or dans leur portefeuille. J'ai bien joué l'or, j'en ai eu 2%. Oui. Moi, tous les calculs que je faisais quand j'avais de l'argent dans les années 80-90, là, c'est que si j'avais moins de 5% de quelque chose, ça servait à rien. C'était pas la peine de l'avoir, ça faisait que me distraire et faire du bruit, quoi. Ouais. Donc j'ai jamais cru à 40 positions de 2% chacune. Si vous voulez, ça paraît sot, mais il est difficile. Le en même temps, ça n'existe pas en bourse. C'est-à-dire, ou vous avez raison, ou vous avez tort. Et donc, comme c'est pas... Par exemple, regardez les portefeuilles qu'on conseille aujourd'hui. On a tout à fait raison sur 50% du portefeuille, pas terrible pour 20-25%, l'énergie. Et puis on s'est un peu trompé sur les yens. Bon, ben, ce qui compte, c'est qu'on a mis quand même 50% sur les deux trucs qu'on avait raison. C'est ça qui fait la performance, quoi. Oui, bien sûr, l'essentiel, c'est l'ensemble du portefeuille. Là, voilà, c'est ça. Alors peut-être dans les 3 mois qui viennent, ça va être le yen et l'énergie qui vont nous sauver, j'en sais rien, mais... l'idée que la diversification va vous permettre d'attraper une rentabilité, non. Plus forte, plus constante, c'est pas vrai. Ouais. Parce que la diversification, ça marche quand les marchés sont normaux, mais quand vous êtes dans les queues de distribution, vous savez où ça s'agite beaucoup, là. La seule chose qui monte dans les queues de distribution, quand vous êtes soit sur des baisses catastrophiques, soit sur des hausses exponentielles, et ben, la seule chose qui monte, c'est la corrélation. Ouais. Donc, si vous voulez, vous avez des corrélations absolument monstrueuses qui se mettent en route, et votre diversification, ça ne sert plus à rien. Oui, la volatilité, en fait, plus la volatilité est élevée, plus la corrélation est élevée aussi. Entre les titres. Alors, ça veut dire que la théorie moderne du portefeuille, vous diversifiez pour réduire votre risque. Ouais. Ça marche tout le temps, sauf qu'on en a besoin, quoi. Ouais, et puis il y a une mécompréhension peut-être du sens de ce que ça veut dire être diversifié, parce que on a des actifs effectivement qui dans les queues de distribution ont une grosse corrélation, et puis nous dans notre portefeuille c'est pas tellement le cas. Non, parce que nous par exemple l'or, lui, il est antifragile, c'est-à-dire que si la volatilité se met à monter sur les actions, lui il va monter. Ouais. Donc on a bâti un portefeuille pour réduire la volatilité d'ensemble du portefeuille, mais ça veut dire des actifs de nature complètement différente. Vous ne pouvez pas avoir un portefeuille antifragile 100% en action. Ouais. C'est pas possible. Ouais, effectivement. Et est-ce que vous pensez malgré tout que les États-Unis vont réussir à s'en tirer, parce que ils ont quelques faiblesses. On a vu notamment les obligations, le budget, le dollar, etc. Ils ont une zone d'influence qui est en train de se rétrécir. C'est quelque chose qui est assez incontestable, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan diplomatique, etc. Bon, diplomatique, ils ont quand même Trump qui réussit à un comeback absolument, irréaliste. Mais enfin, c'est quand même une tendance lourde. Cependant, ils ont quand même deux énormes forces. D'une part, un droit qui est quand même très souple. Quel droit anglais qui leur a permis de dominer le monde, et ça va rester. Oui. Voilà, ça va rester. Et puis quand même une force capitalistique colossale. Une capacité à prendre des risques, à accepter les échecs, et une structure politique qui est très décentralisée, c'est-à-dire que la Californie où tout se passait, ils font que des bêtises, donc il ne va plus rien se passer, mais du coup le Texas explose. Quoi. Voilà, tout à fait. Donc ils ont un système décentralisé, donc assez qui permet de... ce que disent les anciens, c'est souvent qu'il ne faut pas être structurally bearish sur les États-Unis. C'est-à-dire que ça ne paye pas de vendre les États-Unis à découvert. Ouais. Mais ça paye de temps en temps de ne pas y être pendant quelques temps en attendant qu'ils mettent leur maison en ordre. Quoi. Oui, tout à fait. Moi, je serais plutôt dans la deuxième catégorie. Ouais, c'est un petit peu ce que fait Warren Buffett d'ailleurs. Oui, là, je ne sais pas combien de centaines de milliards de dollars en cash. Ouais, Berkshire Hathaway, je crois, 500 milliards de dollars en cash. Ce qui est juste colossal, c'est-à-dire que c'est un peu le signal qui est envoyé, c'est j'anticipe peut-être une baisse à court moyen terme et puis on rachètera tout ce qui est en solde, quoi. Bah voilà, c'est ce qu'il fait, et à ce moment-là aussi, ce qu'il fait, c'est ce qu'il avait fait avec Goldman Sachs, qui était chopé, qui allait plonger dans la crise de 2008-2009.
Donc il est venu voir Goldman Sachs avec plein de pognon. Il leur a dit donc je vous sauve, mais vous allez m'émettre une obligation convertible à 12%, quoi. Ouais. Et Goldman Sachs, Sacré coquin. oui, monsieur Buffett. Et ensuite, lui, il a acheté. Donc le Goldman Sachs est remonté, l'obligation convertible est montée. Il a touché du 12%. Il a pu passer quelques dizaines de milliards de dollars comme ça qui l'ont pas demandé. Donc en effet, vous savez, un génie financier, il y a deux sortes de génie financier. C'est toujours ce que je dis, c'est celui qui bourre quand ça monte et qui n'a pas de mémoire. En général, il est jeune, vous voyez, il pense qu'il confond son intelligence avec un marché qui monte. Donc, oui, quand tout le monde a raison, tout le monde est formidable, tout le monde est beau, tout le monde est... Et ça, c'est le jeune. Et puis le type qui est un peu plus vieux, c'est celui qui a plein de liquidités à la fin d'un bear market. Oui. Mais qui est beaucoup moins intelligent que les autres, mais qui a du cash quand personne n'en a, quoi. Oui. Et à ce moment-là, celui-là, c'est un peu plus permanent comme génie financier. C'est terrible parce que je suis jeune et j'ai une mentalité de vieux là-dessus. Mais c'est presque une mentalité parce que moi, j'en ai connu des tas, si vous voulez. Moi, j'ai été comme ça aussi dès le départ, c'est-à-dire, je disais, qu'est-ce que c'est cette histoire Donc, ça bourre quand ça monte et ça n'a pas de mémoire. Je crois que c'est une question de tempérament. Oui. Moi, si vous voulez, je vous ai raconté qu'une fois, je faisais tellement d'argent avec une technique qui s'appelait l'échelle, etc., que j'ai eu la trouille et que j'ai tout vendu, quoi. Oui. Mais j'en pouvais plus parce que je gagnais trop d'argent. Ça me stressait. Oui. C'est curieux, hein? Oui, bien sûr, mais je comprends tout à fait. Je comprends absolument. Oui, il y a des psychopathes qui continuent. Voilà, donc ce livre, si vous voulez, j'essaye de dire, on a des problèmes. 2, regardez ce qui se passe en Asie, c'est monstrueux. Il va se passer plein de trucs. Et voilà comment. Et 3, comment ça va se passer. Et tout ça, je peux me tromper, parce que, comme disait, je ne sais plus quel humoriste, parler de l'avenir, c'est dangereux, surtout. Faire des prévisions, c'est dangereux, surtout s'il s'agit de l'avenir, quoi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez qu'à regarder toutes les imbécilités qu'a écrit Attali. Il n'y a pas une de ces prévisions qui s'est jamais réalisée. Donc, je déteste me livrer à des prévisions. Mais là, je dis pas c'est des prévisions, ça a l'air d'être des tendances lourdes, de trucs qui sont déjà en train de se passer, de se mettre en place. Oui, donc, je dis pas, j'invente pas, c'est des trucs qui sont visibles. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est pas Madame Irma. D'ailleurs, à la fin, typiquement, quand vous détaillez l'organisation de tout ce nouveau monde asiatique, alors déjà, il y a cette fameuse carte de Xavier Hofer, qui est une carte absolument factuelle sur tout ce qui est ligne de chemin de fer, etc., qui sont en train de se développer ou qui sont déjà développés. Tous ces hubs de transport, quoi, de fret. Il y a aussi tout ce qui est ligne de swap. Vous avez plusieurs tableaux qui détaillent justement tous les swaps. Littéralement des accords de swap officiels. Oui, voilà, il y en a tous les jours, il y en a tous les mois. Donc il y a plein de réunions qui se font en permanence, pas que sur le commerce d'ailleurs, pas que sur la monnaie, mais aussi parfois sur la défense, enfin sur plein de trucs. Bref. Sur les universités. Alors, je vous donne un exemple. Là. On a reçu aujourd'hui un jeune tout à fait sympathique, qui était un doctorant en France dans tout ce qui est biologie marine, vous savez, qui était là. J'aime beaucoup. Il est d'origine libano-française. Il est très sympathique. Il vient nous voir de temps en temps. Et il cherche un poste de professeur, donc dans n'importe quelle université au monde, parce que, bon, alors, là, il y a une université de taille moyenne en Chine, mais une bonne réputation, mais enfin de taille moyenne, qui ouvre 100 places de professeurs. C'est énorme, 100 places. Mais ça remplit une université française, 100 places. Il dit, en 40 ans, il n'y aura pas 100 places ouvertes dans l'université française, quoi. Donc, ouais. Donc, en une année, ils ont de telles ambitions qu'ils ouvrent 100 places. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose aussi dans le domaine de l'éducation en Asie. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui est gigantesque. Ouais. Le pognon qu'ils mettent dans les universités, les grands esprits qui font venir. Ici, il y a l'ami de Didier, qui est un des grands spécialistes des jumeaux numériques. Vous savez qu'on appelle ça, vous faites un aéroport, vous bâtissez un jumeau numérique pour savoir où seront les points d'étranglement. Et bon, il passe la moitié de sa vie à enseigner en Chine. Ouais. Il est français. Ouais. Normal Submat. Donc on voit bien que l'intelligence qui a besoin de liberté est en train de partir dans ces pays parce qu'ils sont l'intelligence n'est plus libre chez nous. Ouais, c'est Tim Cook. Je dis pas c'est bien ou c'est mal. Je dis c'est en train de se passer, donc ça n'est même pas discutable. Ouais. Tim Cook explique dans une interview déjà il y a quelques années que
aux États-Unis, ils ont plein d'ingénieurs super forts, voilà. Mais en Chine, chaque année, ils sont capables de remplir des stades, quoi, d'ingénieurs. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, produit plus d'ingénieurs chaque année que tout le reste du monde mis ensemble. Et d'ailleurs, vous voyez des voitures qui se mettent à voler en Chine, enfin des trucs. Vous avez l'impression de regarder une bande dessinée du futur, vous savez. Ouais. Non, c'est absolument hallucinant parce que en fait, on peut avoir un constat tout à fait juste. Par exemple, je voyais une vidéo, je pense, qui était tout à fait factuelle sur des défauts de fabrication sur des véhicules BYD. Voilà, BYD avait des problèmes avec notamment 2 gammes de véhicules qui avaient pas mal de soucis et qui étaient souvent renvoyés à l'usine. Enfin bref, donc il y en avait des dizaines de milliers de modèles qui n'étaient pas vendus. Et le truc, c'est que on peut tout à fait avoir un tableau juste à ce moment-là, mais ça peut être totalement différent un an plus tard. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir totalement compris qu'effectivement c'était bordélique, que ça leur faisait perdre un pognon complètement pas possible, et corriger le machin et faire une gamme de véhicules limite pour le même prix, mais avec 100 fois moins de problèmes, et ressortir le truc l'année suivante. C'est-à-dire qu'il y a aussi une agilité dans ce capitalisme-là. Ils répondent. Ouais. Ils répondent très vite. Il faut être réactif. Ils sont très réactifs. Et ça, c'est... les Chinois sont des vrais commerçants. Ça a toujours été des vrais commerçants. Donc, ils font très attention à ce que disent les autres. Donc, encore une fois, et alors, ce que j'essaie de dire dans ce livre aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est que une Europe décentralisée, ouverte et concurrentielle, c'est-à-dire une Europe sans Bruxelles, quoi, c'est pour parler brutalement, serait comme un poisson dans l'eau dans ce nouveau monde. Mais une Europe qui reste sous le contrôle de Bruxelles et de Washington, elle est foutue. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que si on retournait à l'Europe du 19e, où on était les plus décentralisés, les plus aventuriers du monde, on prenait les bateaux pour aller voir comment les autres allaient vivre. On faisait des colonies aussi, d'ailleurs. C'était une époque d'expansion. Et là, on s'est mis sous le contrôle de ceux que j'appelle les petits hommes gris, vous savez, c'est-à-dire on n'a plus le droit de bouger. Oui, les administrateurs. Les administrateurs, les contrôleurs. En d'autres termes, dans un système économique, vous avez les gens qui produisent, vous pouvez les imaginer comme les verticaux, vous savez, qui font ça fait des trucs en bas, il y a des trucs qui sortent. Hein. Et puis vous avez les horizontaux qui vérifient ce que font les verticaux, vous voyez, qui sont à toutes les est-ce que vous avez mis le bon boulot à la bonne place et tout comment. Et les horizontaux, c'est toujours ceux qui tuent tout le monde parce que ils empêchent de faire. Leur boulot, c'est d'empêcher de faire. Alors, donc, plus il y a d'horizontaux, moins il se passe de trucs. Quoi. Ils veulent absolument arbitrer l'économie. Ils disent, oh là, ça marche beaucoup trop bien, là, ça marche pas. Du coup, on va prendre ceux qui fonctionnent super bien pour le filer à ceux qui fonctionnent pas. Donc, les horizontaux, ça commence avec la politique, c'est vraiment les... Donc... et puis, en plus de ça, ils sont, même si on a des élections, ce qui devrait normalement créer une forme de sélection de ces élites-là, on les retrouve quoi ils ont monté des systèmes où on peut pas les virer. Ouais. Donc ces horizontaux, maintenant, qui ne produisent rien, qui ne produisent que des normes et des contrôles, c'est eux qui ont pris le contrôle de nos sociétés. Ouais. C'est terrible parce que en termes de capital humain, l'Europe a un potentiel absolument incroyable. Je pense que la France a peut-être le plus beau potentiel humain de l'Europe, peut-être à côté de l'Allemagne. Mais ils sont déjà là-bas. Ouais. Ce que je vois, c'est ce que me disait justement Didier, c'est que tous ces gars qui sont dans l'intelligence artificielle, il y en a 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui sont des Français qui ont fait normal et qui sont là-bas. En plus de ça, quand ils arrivent, alors le meilleur pour eux, c'est quand ils arrivent dans des startups qui sont un peu en milieu de gamme en termes de grandeur de capital, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pas mal de capital, donc c'est déjà des grosses startups, mais ils sont encore dans une logique de croissance hyper élevée. Et de, si j'ose dire, de réponse rapide. Et à ce moment-là, les ingénieurs français, voilà ce que je veux dire. Les ingénieurs français peuvent à ce moment-là avoir des contrats mais absolument effarants avec des salaires pas possibles et des stock options derrière, mais qui valent des millions de dollars littéralement. Ils peuvent devenir millionnaires en moins de 5 ans. Là où en France, on va leur dire peut-être dans le meilleur des cas, vous allez être payé 60 000 euros de l'année, et puis l'État va prendre à peu près la moitié de ce que vous avez. Donc, et puis ensuite, la TVA en prendra encore 20% et tout ça bien. Donc bref, vous pourrez être propriétaire à 57 ans. Vous voyez exactement, je vais faire encore une fois le parallèle, si vous voulez, vous voyez Venise, et vous voyez qui discute avec Constantinople, là, en mettons 1400, là, 1350, pour discuter de comment ils vont en deux garder le contrôle de la mer Adriatique. Ouais.
Mais à partir de 1450, il se passait plus rien dans la mer Adriatique. Tout était en train de se passer dans l'Atlantique. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que l'Europe et les États-Unis sont en train de discuter comment on va garder le contrôle de l'Atlantique Nord. Mais on s'en fout. Ouais. C'est plus là que ça va se passer. Ouais. C'est ce que j'essaie de dire dans mon livre. Et à titre individuel, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation ? Soit vous êtes jeune, vous essayez d'aller voir là-bas comment ça se passe, monter une société, etc. Il y en a plein qui partent à Hong Kong, comme le petit là tout à l'heure. Il va sans doute être retenu comme professeur à Hong Kong. J'en suis très content pour lui. Soit si vous conseillez l'épargne ou la vie des gens, je leur dis, mais non d'un chien, rien ne vous empêche de rester à Venise et d'aller mettre vos capitaux à Amsterdam. Oui, ça c'est aussi la merveille d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Tout à fait. On peut depuis son téléphone ou depuis son ordinateur, à partir du moment où on a une connexion Internet, mettre tout son argent à l'autre bout de la planète sans aucun problème. Sans aucun Effectivement. Problème. Donc, et si le gouvernement français veut vous le piquer, il aura plus de mal si l'argent est à Hong Kong, dans une banque à Hong Kong et à Singapour, que si vous êtes à la BNP dans le 16e arrondissement. Quoi. Ouais. Parce que là, la résistance de la BNP au gouvernement français sera assez faible. Hein. Oui. Oui. Je pense. Oui, non, c'est clair. D'ailleurs, c'est vraiment une impression, pas qu'une impression, mais que tout le monde a à tous les niveaux. Dès qu'on veut faire bouger de l'argent en France, c'est très compliqué. Et pas seulement pour le transférer à l'étranger. Je parle même de la France jusqu'en France. On vous pose des questions. D'une banque à une autre, d'un compte à une autre, c'est extrêmement compliqué. On vous pose énormément de questions, effectivement. Je crois que si vous dépassez 3 000 €, on vous pose des questions. Quoi. Oui, c'est ça. C'est assez dingue. C'est-à-dire qu'on empêche les mouvements de capitaux. Empêcher les mouvements de capitaux, ça empêche la croissance, hein, tout simplement. C'est empêcher la liberté, quoi. Oui, tout à fait. C'est empêcher la liberté. Donc on sent bien, c'est ce que j'ai écrit aussi beaucoup, que dans nos pays qui avaient par exemple la liberté de parole, la liberté de réunion, toute une série de grandes libertés qui avaient été définies depuis très longtemps dans nos constitutions, on nous les bouffe. Ouais. On n'a plus tellement le droit de parler, bouger comme ci comme ça, notre argent il ferait bien de rester là où il est. Donc on sent bien que petit à petit, et pour la première fois dans l'histoire de France, au moment du Covid, il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai signalé la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas eu de messe de Pâques. C'est la première fois depuis que la France était chrétienne qu'il n'y avait pas de messe à Pâques. Ouais. Le Covid a été une expérience liberticide énorme. Liberticide incroyable. Et donc, autrefois, quand il y avait une pandémie, si j'ose dire, les bons prêtres sortaient avec leurs fidèles en procession pour demander à l'intercession de la Vierge Marie qu'elle arrête la pandémie. Ouais. Là, non, on est tous restés calfeutrés chez nous en ayant mort de peur. Ouais. Je préférais quand les gens sortaient comme ça. Je sais pas, je traversais une procession. Moi, j'étais souvent dans les processions dans le sud de l'Espagne au moment de la Semaine Sainte. C'est une occasion de se pinter la gueule, je vous dis. À la fin, on porte la croix, mais on est un peu zigourant. mais on n'en avait rien à foutre que ce soit le Covid. Ouais. Oui, non, mais on empêchait les gens d'aller aux enterrements de leur famille, etc. Enfin, c'est Antigone, quoi. C'est Antigone. Ouais. Donc, pour ça, ce livre, il a une double fonction, c'est dire, on est en train de crever, mais il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que c'est uniquement parce qu'on a des hommes politiques complètement nuls qu'on est en train de crever. Deuxièmement, le monde est en train de s'ouvrir et d'éclater comme jamais. Et troisièmement, on va vers une société où il y aura plus de liberté. Donc pourquoi vous pleurez ? Il n'y a pas de raison d'être triste ? Il y a plein de raisons d'être optimiste. Surtout au niveau individuel, c'est possible de faire plein de choses. Encore une fois, d'essayer de ne pas se faire emmerder par les clercs de Bruxelles. Et de Paris d'ailleurs aussi. Donc, Les Mondes de demain, par Charles Gave, édition Pierre de Taillac, c'est disponible. Vous pouvez le commander sur le site internet que je mets toujours en description. Vous pouvez commander à la Fnac, vous pouvez commander sur Amazon. Enfin voilà, vous pouvez aller le chercher un petit peu partout, le commander chez votre libraire aussi en bas de chez vous. Et voilà. Donc merci Charles pour cet ouvrage. Mais si vous voulez, encore une fois, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que j'essaye de commenter, de mettre de l'ordre dans ce qui apparaît un chaos. Le monde est chaotique, mais on voit très très bien l'ordre qui va se dégager de ce chaos. Tout à fait. Et donc, autant
autant investir en fonction de l'ordre qui va arriver, quoi. Absolument. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez comme d'habitude liker, partager. Alors la meilleure chose à faire apparemment c'est partager la vidéo, vraiment. Vous pouvez même prendre des extraits et les diffuser sur Twitter par exemple. Ça marche très bien. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et sur l'Université de l'Épargne également, dont on met toujours le lien dans la description. Merci encore et à très bientôt. Merci.